tous, bienvenue à cette réunion, e-réunion organisée par l'Institut Choiseul et consacrée à la fraude sociale. Alors, les problématiques liées aux finances publiques sont des problématiques d'actualité. Quelques chiffres un peu pour rappeler l'importance du sujet. Aujourd'hui, on a un déficit de 220 milliards des finances publiques en France. On a un déficit de la sécurité sociale qui, en 2020, devrait atteindre 52 milliards. La dette progresse peu à peu pour atteindre aujourd'hui 120% du PIB. Donc autant dire que les signaux, les clignotants sont au rouge et pas seulement à l'orange. Et dans ce cadre-là, qu'apprend-on? On apprend que finalement il y aurait une fraude sociale également qui avoisinerait les 30 milliards d'euros par an. 30 milliards qu'on pourrait très bien affecter aux hôpitaux, qu'on pourrait affecter aussi au désengagement de la dette. Donc l'objectif de cette réunion, c'est de savoir un peu ce qu'il en est, parce que c'est vrai que les médias se sont peu relayés et on peut parler un petit peu de cette information. Donc qu'en est-il? Où en sommes-nous? Et puis surtout, comment faire peut-être pour lutter contre cette fraude sociale? Pour ce faire, j'ai fait appel à deux experts, Nathalie Goulet et Charles Prats. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui parmi nous. Alors, quelques mots pour vous présenter, bien sûr. Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice de l'Orne, vous êtes aussi secrétaire de la Commission des finances du Sénat, et puis vous avez été parlementaire en mission, nommé par le Premier ministre, c'était en mai 2019, à charge pour vous d'évaluer l'efficacité de la lutte contre la fraude sociale. Et puis on a avec nous Charles Prats qui est vice-président du tribunal de Paris, qui est également délégué au développement de l'association professionnelle des magistrats. Charles Prats, vous êtes aussi un ancien magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude et ancien inspecteur à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Et puis vous avez été en charge pendant à peu près 4 ans de la coordination nationale de la lutte contre les fraudes sociales, fiscales et douanières au ministère du Budget. Alors je vais commencer par vous, Charles Prats, pour poser un petit peu le décor et comprendre de quoi nous parlons. Peut-être dans un premier temps, précisez-nous ce qu'on entend par fraude sociale. On parle beaucoup de fraude fiscale, beaucoup de fraude à la TVA, etc. C'est quoi la fraude sociale, concrètement? Et puis après, dites-nous un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Vous avez évalué un peu le montant de cette fraude à 30 milliards d'euros par an, je précise par an. Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre? Voilà, donc la parole vous revient maintenant. La fraude sociale se décompose en deux choses. Une fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire une fraude au prélèvement. Globalement, c'est le travail au noir et la sous-déclaration d'heures travaillées. Donc c'est les problématiques de cotisation sociale, donc de recettes d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez la fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire une fraude sur la dépense, sur l'argent qui sort, qui ne répondent pas aux mêmes logiques et aux mêmes mécanismes. La fraude aux cotisations sociales, alors c'est pas vraiment le sujet du soir, mais pour vous en dire deux mots, elle est évaluée. Alors les chiffres sont assez contradictoires. La Cour des comptes, à l'époque, quand nous avions fait des travaux d'évaluation à la délégation nationale contre la fraude avec la Cour des comptes, la Cour était montée dans des estimations de fraude annuelle aux cotisations sociales entre 20 et 25 milliards d'euros par an. Vous voyez, c'était des montants énormes, alors que l'ACOS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est un petit peu la banque des organismes de sécurité sociale, l'ACOS l'évalue, elle, plutôt entre 7 et 9 milliards d'euros. Alors, ce sont des grosses divergences, bien sûr, de chiffres qui ont trait aux méthodes employées. D'un côté, les méthodes qu'avait employées la Cour des comptes, de l'autre côté, les méthodes qu'employait l'ACOS, les URSSAF. La Cour des comptes reconnaît et a reconnu encore assez récemment qu'il y avait tout un travail à faire pour essayer de rapprocher les points de vue, pour mieux évaluer la fraude aux cotisations sociales, mais en expliquant que de toute manière, elle était très nettement supérieure à 9 milliards d'euros, peut-être inférieure aux 20 à 25 milliards qu'elle avait indiqué il y a quelques années. Mais en tout cas, on était sur cet ordre de grandeur. De l'autre côté, la fraude aux prestations sociales, donc là, on est sur des choses qui sont relativement bien connues du public, même si les montants, eux, ne sont pas connus, parce qu'en réalité, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment d'évaluation de la fraude aux prestations sociales.
On connaît les chiffres de fraudes détectées, mais on ne connaît pas le montant des fraudes évaluées par les organismes, sauf pour la branche famille, donc pour la Caisse nationale d'allocation familiale. Justement, parlons-en, les fraudes à la branche famille, alors pour faire court, ça va être la fraude au RSA par exemple, ça va être la fraude éventuellement aux allocations familiales, la fraude aux allocations logement, aux allocations adultes handicapés, etc. etc. Cette fraude, la CNAF fait un travail d'évaluation annuel depuis plusieurs années et ça monte d'année en année. Peut-être qu'ils travaillent de mieux en mieux, qu'ils évaluent de mieux en mieux le montant des fraudes estimées de leur côté, et on tourne à un peu plus de 2 milliards d'euros de fraude estimée à la branche famille par la Caisse nationale d'allocation familiale. Sur la branche maladie, la CNAM. La CNAM ne fait aucune évaluation. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'évaluation de la fraude aux prestations sociales alors que ça leur avait été demandé. Et en réalité, on est un peu dans le grand flou. Alors, on est dans le grand flou, mais pas tant que ça, parce qu'en réalité, vous avez un organisme européen qui s'appelle l'EHFCL, donc le European Healthcare Fraud and Corruption Network, qui est en fait le réseau européen des caisses d'assurance maladie pour lutter contre la fraude. Et donc, cet organisme, tous les ans, fait des exercices d'évaluation de la fraude. Et donc, à l'époque, en 2009-2010, voilà, c'était un rapport qui existait, ils avaient évalué pour la France la fraude à 10,5 milliards d'euros pour l'assurance maladie française. Et ça avait été réévalué à quasiment 14 milliards d'euros l'année suivante. En fait, ils étaient sur des taux de fraude d'un peu plus de 5,5% en 2009-2010 et sur des taux de fraude de 7,2-7,3% un an après. Alors, ces travaux avaient été en leur temps médiatiquement contestés par la CNAM française, alors même que le directeur général de cet organisme était l'agent comptable de la CNAM française. Je passe sur le côté comique du fait de contester les chiffres une fois qu'ils sortent dans le public. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet organisme, qui travaille en réalité avec l'université de Portsmouth, ces travaux sont menés tous les ans sous la direction d'un professeur associé qui est l'ancien patron de l'antifraude à l'assurance maladie britannique, qui s'appelle Jim Gee, et ils ont refait ce travail cette année. Voilà. Et la Cour des comptes en a eu connaissance, je crois d'ailleurs Nathalie Goulet pourra vous en parler, puisqu'il me semble que cette étude leur a été présentée, et ils évaluent entre 3 et 10% le montant des fraudes à l'assurance maladie, ce qui, ramené à la dépense française, nous mettrait une fourchette qui est assez large, entre 6 et 20 milliards d'euros, puisque les dépenses d'assurance maladie, c'est environ 200 milliards d'euros. Et vous voyez quand même qu'on est face à des montants qui sont déjà très significatifs. La fraude à la branche vieillesse n'est pas évaluée non plus. D'ailleurs, l'assurance vieillesse vous dit qu'il n'y a quasiment aucun risque de fraude. C'est assez intéressant, surtout quand on connaît les développements dont on pourra parler sur la problématique, par exemple, de la fraude à l'existence. Vous savez, les gens qui continuent à percevoir des retraites alors qu'ils sont décédés, donc la famille ne déclare pas le décès, ou bien les problématiques de résidence. Par exemple, les gens qui perçoivent ce qu'on appelle le minimum vieillesse, qui est une prestation où il faut résider en France pour en bénéficier, mais qui en fait ne résident pas en France, sont partis à l'étranger, mais continuent à en percevoir. Donc là, on a des vrais sujets, mais bon, manifestement, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ce ne sont pas vraiment des sujets. L'avenir nous le dira. Vous avez les problématiques de fraude à Pôle emploi, alors qu'on avait bien connu à un certain moment, il y a quelques années, avec ce qu'on appelait les kits acédiques. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, il y a peut-être des policiers qui sont connectés, en tout cas qui s'étaient inscrits. Vous aviez tout un système qui permettait aux gens d'aller à la NPE à l'époque, aux acédiques, et puis maintenant à Pôle emploi, avec des faux dossiers, c'est-à-dire tout était faux. L'entreprise leur avait fait un faux contrat de travail, vous aviez des fausses fiches de paye, etc., etc. Et les gens, ça leur permettait ensuite de percevoir des allocations de chômage avec des sociétés qui se mettaient en rideau, qui clôturaient leur activité, et des petites sophistications où parfois les fraudeurs poursuivaient la société complice devant les prud'hommes pour en plus avoir un jugement, ce qui permettait de faire appel aux AGS, l'assurance garantie des salaires. Voilà, donc, globalement, pour vous dire, sur la fraude aux prestations sociales, on n'a pas d'évaluation officielle des services de l'État ou des organismes sur l'ensemble des branches de la sécurité sociale. En revanche, ce qu'on a, c'est qu'on connaît à peu près le taux de fraude moyen dans les organisations qui est de l'ordre de 6%, 6 à 7%. Et si on le rapporte aux dépenses de protection sociale dans le pays, qui se montent à 787 milliards d'euros par an, frais de gestion inclus, vous voyez, on serait plutôt aux alentours de 45 milliards d'euros. Alors moi, j'ai expliqué un certain nombre de choses.
En 2018, j'avais expliqué qu'on était en phase d'une fraude potentielle de 14 milliards d'euros, enfin d'un enjeu potentiel de fraude de 14 milliards d'euros, et que j'ai réévalué dernièrement à 30 milliards d'euros. On pourra peut-être en parler après, puisque là, on était un peu sur la définition des choses. Et je vais vous laisser reprendre la parole, Pascal, avant de rentrer peut-être plus dans le vif du sujet. Merci Charles. Alors, vous avez été auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'était le 3 mars dernier, si je n'ai pas de mémoire. Qu'est-ce que vous leur avez dit et quelles ont été les réactions des participants, des parlementaires qui étaient présents? Alors, en fait, je leur ai expliqué un peu la… Pardon? On m'entend, c'est bon? C'est bon, très bien. Ok. Oui, alors qu'est-ce que je leur ai expliqué? Globalement, j'ai été convoqué par la commission d'enquête sur la fraude aux prestations sociales qui se tient aujourd'hui, qui est une commission d'enquête avec le pouvoir de commission d'enquête, donc devant l'Assemblée nationale. C'est le dernier épisode d'un feuilleton qui dure maintenant depuis 1 an et demi, voire même plus, qui dure depuis quelques années. En réalité, je vais rapidement vous expliquer la genèse. En 2011, j'étais encore au ministère du Budget et on s'est rendu compte, même en 2010, on s'est rendu compte, on a eu une alerte où on nous expliquait que nous avions une énorme fraude documentaire à l'immatriculation sociale, c'est-à-dire au moment où on vous attribue le numéro de sécurité sociale pour les gens nés à l'étranger. Pourquoi pour les gens nés à l'étranger? Parce que si vous êtes né en France, que vous soyez français ou étranger, l'INSEE vous attribue automatiquement un numéro de sécurité sociale. Vous savez, 1 si vous êtes un homme, 2 si vous êtes une femme, votre année de naissance, votre naissance, département de naissance, commune de naissance, numéro d'ordre dans la commune dans le mois où vous êtes né. Bien. Donc ça se fait de manière normalisée, automatique. En revanche, si vous êtes né à l'étranger, que vous soyez français, expatrié ou étranger, et plus tard que vous immigrez en France, là, l'INSEE n'a pas un répertoire de toutes les communes du monde. Donc le numéro vous est attribué manuellement, entre guillemets, par un service de la CNAV, de l'assurance vieillesse, qui agit par délégation de l'INSEE. Ce service s'appelle le Sondia, il est basé à Tours. Et il vous immatricule sur la base de documents d'état civil que vous lui envoyez. Et nous, ce qu'on nous a dit à l'époque, c'est qu'on avait une énorme fraude documentaire suite au décret Jospin de 2001 de simplification où on pouvait utiliser des photocopies. Et donc, une mission a été diligentée par ce qu'on appelle le GIFI, le groupe interministériel de lutte contre la fraude à l'identité, qui est allé voir ce qui se passait. Et à l'époque, en 2010, quand ils sont arrivés à Tours, les gens leur ont présenté des dossiers, très contents, en disant, voyez, on fait très attention. En fait, tous les dossiers étaient bourrés de faux. C'est-à-dire, il n'y en avait pas un où il n'y avait pas de faux documents. Donc, panique, et effectivement, à bord. En 2011, nous avons mené, sous l'égide du ministère du Budget, une mission d'évaluation pour savoir à quoi on avait affaire, quelle était l'ampleur du phénomène. Est-ce que c'était simplement 3-4 dossiers qui se battaient en duel, ou est-ce qu'on avait affaire à un phénomène de masse? C'est là où, quand la mission a été menée, alors elle a été menée conjointement par la délégation à la fraude de Bercy, par la police de l'air et des frontières où sont basés les spécialistes en faux documents, et par l'assurance vieillesse, par la CNAV. Et donc, ce travail a été effectué, vous voyez, c'est des documents de l'assurance vieillesse. Et en réalité, ils se sont rendus compte qu'il y avait 10,4% de taux de fraude. C'est-à-dire qu'on avait plus de 10% des numéros de sécurité sociale attribués à des gens nés à l'étranger qui étaient attribués sur la base de faux documents. Alors, par rapport au stock, ça représentait un grand nombre de numéros de sécurité sociale. Alors, bien sûr, nous avons organisé des réunions de travail. Il y en a eu une en décembre 2011, voilà, ce que j'ai transmis aux autorités, à l'Assemblée nationale. Vous aviez tous les gens des cabinets ministériels qui étaient là, et où on a acté qu'il y avait 10,4% de taux de fraude, et que ça représentait 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents par rapport au stock de l'époque. Voilà. Donc, partant de là, ça posait quand même problème. On a travaillé, on avait fait un rapport au Premier ministre pour changer le décret sur l'attribution, pour un petit peu resserrer l'attribution des numéros de sécurité sociale. Le décret est tombé aux oubliettes après être passé au Conseil d'État parce que vous aviez eu l'alternance à l'époque en 2012. Quoi qu'il en soit, il y avait eu du travail pour essayer un peu de sécuriser l'attribution de ces numéros, mais rien de fait sur le stock. Et les années passant, alors moi j'en parlais régulièrement dans des interventions universitaires dans la presse, et à la fin 2018, vous savez, avec l'histoire des Gilets jaunes, là, la presse s'est intéressée de nouveau à cette question, et c'est là où j'expliquais, voilà, nous avons potentiellement 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents. À l'époque, fin 2011, on avait fait en sorte de passer une loi
donc dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, avec une disposition qui excluait du bénéfice du paiement des prestations sociales toute personne qui s'était fait attribuer un numéro de sécurité sociale de manière frauduleuse. Donc ça veut dire que le simple fait d'avoir donné un faux document pour avoir un numéro de sécurité sociale vous exclut du bénéfice du paiement des prestations. C'est le droit positif encore aujourd'hui, hein. C'est encore dans le code de la sécurité sociale. Et donc ça veut dire que les 1 800 000 personnes qui avaient un NIR, un numéro de sécu attribué sur la base de faux, n'avaient plus le droit de toucher ces prestations tant qu'on n'avait pas vérifié ce qui s'était passé. Ça, c'est le droit. Parce qu'on entend beaucoup de choses, soit au Parlement, soit dans les médias, soit par des directeurs d'organismes de protection sociale, mais la réalité juridique, c'est celle-là. C'est exclusion du paiement, c'est suspension du paiement des prestations quand on a découvert que vous avez un numéro attribué sur la base de faux documents. Et donc, décembre 2018, la polémique rebondit, puisque effectivement, vous savez, c'était le plan pour financer les gilets jaunes, etc. Et à ce moment-là, la sénatrice Nathalie Goulet, qui s'était déjà saisie du problème, parce qu'elle était au courant, parce qu'on travaillait ensemble depuis plusieurs années sur la fraude fiscale et sur l'évasion fiscale. Et elle avait interrogé le gouvernement en 2016, si je me rappelle bien, en posant la question, en disant attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez 1 800 000 numéros attribués sur base de faux, est-ce que vous avez fait quelque chose pour travailler? Et à l'époque, c'était très drôle, c'est que le gouvernement lui avait répondu oui, on a regardé 500 dossiers. 500 dossiers sur 18 millions du stock. C'était assez amusant. Et donc, en 2018, Nathalie Goulet, qui est rapporteure spéciale de la Commission des finances, a commencé à enquêter. Et elle m'a posé des questions, donc je lui ai donné les documents que j'ai remis aussi en main propre au rapporteur général du budget de la Sécu au Sénat, le sénateur Van Lorenberg, qui avait été effaré en voyant ces documents, parce qu'il avait pris conscience de l'ampleur du problème. Mais qui, quelques mois plus tard, pondra un rapport pour dire qu'il n'y a pas de fraude. Voilà. Où il sera à 0, quelques pouillèmes % de taux de fraude, alors que tout le monde avait dit que c'était 10% avant. Mais bon, passons, on pourra y revenir. Et derrière, ce rapport qui était complètement décrédibilisé dès sa sortie, le gouvernement en avait tellement conscience de la faiblesse de ce rapport sénatorial du sénateur Van Lorenberg qu'il a nommé une mission gouvernementale, donc avec Nathalie Goulet pour le Sénat et Carole Grandjean, députée LREM à l'Assemblée, et où pendant 6 mois, les deux parlementaires ont travaillé, alors avec peut-être des péripéties que la sénatrice Nathalie Goulet vous racontera éventuellement, mais un rapport est sorti en novembre 2019. Entre-temps, cette mission a permis de déterminer des choses intéressantes, par exemple le nombre de cartes vitales actives en surnombre à fin 2019, enfin à l'automne 2019, 5 200 000 cartes vitales actives qui se baladent dans la nature avec des droits ouverts, en plus par rapport au nombre de gens qui existent et qui seraient censés en avoir. Pour mémoire, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales nous expliquaient en 2013 que c'était 8 millions. Mais il y a un progrès, on était passé de 8 millions à 5 millions. Sachant qu'à l'époque, déjà en 2013, l'IGF et l'IGAS nous expliquaient que nous avions 7 millions de personnes prises en charge par l'assurance maladie en France, en plus des gens qui existaient. Depuis, rien vraiment n'a été fait, mais bon, c'est des rapports que tout le monde peut voir qui sont en ligne, c'est assez intéressant. Et donc, fin 2019, un rapport de mission Goulet-Grandjean sur la fraude aux prestations sociales, qui n'a pas pu chiffrer cette fraude, parce que je crois qu'il y a eu quelques petits problèmes de refus de communication de la part des administrations. Et ces refus ont, à juste titre, tellement énervé les parlementaires que Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, pour ne pas le citer, qui est aussi président du groupe des parlementaires, des députés à l'Assemblée nationale de l'UDI, a utilisé ce qu'on appelle un droit de tirage. Vous savez que chaque groupe parlementaire a le droit de créer 2 commissions d'enquête parlementaires par an. Et donc, Jean-Christophe Lagarde a décidé de faire en 2020 une commission d'enquête parlementaire sur la fraude aux prestations sociales. C'est cette commission qui est en cours de travaux, dont le rapporteur est Pascal Brindot, un député UDI, et dont le président est Patrick Hetzel, un député Les Républicains. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette commission d'enquête qui est très intéressante. Alors, je vous invite tous à aller voir les auditions qui sont stockées sur le site de l'Assemblée nationale, parce qu'en fait, à chaque audition, c'est un festival, ça, on découvre des choses. Cette commission d'enquête, enfin, je pense, va permettre de faire la lumière sur un certain nombre de dossiers. Par exemple, je reviens sur les cartes vitales. Première audition, la directrice de la sécurité sociale a été entendue, c'était au mois de février dernier. Et donc, les parlementaires me disent combien y a-t-il de cartes vitales en surnombre par rapport aux cartes qui existent, avec des droits ouverts, puisque le rapport Goulet-Grandjean nous disait 5 200 000. Et là, la directrice de la sécurité sociale dit non, pas 5 200 000, 2 600 000. Ça fait quand même 9 milliards d'euros à la dépense moyenne d'assurance maladie par an. Voilà. Et donc, les parlementaires étaient assez surpris, comme c'était une véritable information.
avec une déclaration sous serment, mais tellement gênante que 24 heures après, la direction de la Sécurité sociale a conduit un communiqué de presse pour dire non, en fait, c'est 600 000. Donc, communiqué de presse pour revenir sur une déclaration sous serment faite 24 heures auparavant devant une commission d'enquête. C'était assez amusant. Quelques jours plus tard, le sénateur Van Lorenberg, qui avait fait ce fameux rapport disant qu'il n'y avait pas de fraude, lui-même auditionné sous serment et se fait mettre en contradiction complète, puisqu'en fait, les députés lui démontrent à la lecture de son rapport qu'en réalité, il passe sous silence 1 500 000 fantômes dans les numéros de sécurité sociale attribués à l'étranger qui perçoivent des prestations alors qu'ils n'existent pas. Donc là, très embêté, le sénateur, de la démonstration de l'inanité de son rapport, a rejeté la faute très courageusement sur l'administrateur du Sénat qui était à côté de lui. C'est pareil, c'est des choses que vous pouvez aller voir sur le site de l'Assemblée, c'est très amusant. Quoi qu'il en soit, chaque jour, vous aviez des choses très intéressantes qui arrivaient comme ça. Pas plus tard qu'hier, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse nous a expliqué qu'il y avait 3 millions de gens nés à l'étranger qui percevaient des prestations de retraite alors que le registre national commun de la protection sociale en recense 4 100 000. Donc, quid de ces 1 100 000 personnes en plus? La commission devra enquêter. Et en réalité, quand j'ai été entendu le 3 mars, j'ai donné le document qui, à mon avis, règle la question. Règle la question, ouvre la question et démontre qu'on a un réel problème massif dans la sécurité sociale française. Déjà sur ce problème des immatriculations des gens nés à l'étranger. Si vous voulez, c'est ce qu'on essayait d'avoir depuis des mois, que la sénatrice Goulet avait posé, des questions qu'elle avait posées à de multiples reprises. Je crois qu'elle l'avait demandé 6 ou 7 fois pendant l'année 2019, sans jamais avoir une seule réponse. Tout le monde refusait de lui répondre. Le sénateur Sébastien Meurant, rapporteur spécial de la Commission des finances aussi au Sénat sur le budget de l'immigration. Dans le cadre, vous savez, l'année dernière, il y a eu un débat sur l'immigration et donc il avait demandé des éléments pour préparer ce débat. Il avait demandé le nombre de gens qui percevaient des prestations sociales. C'est pas très compliqué comme information à avoir. Refus catégorique de l'assurance vieillesse de lui répondre de manière précise. Et finalement, on a obtenu une réponse. On a obtenu une réponse qui a été publiée au journal officiel du Sénat le 7 novembre, très discrètement, le 7 novembre 2019. C'était une question précise, posée d'ailleurs par Nathalie Goulet, qui était de savoir en réalité combien vous aviez de numéros de sécurité sociale actifs, c'est-à-dire de gens qui percevaient des prestations. Et vraiment en le ciblant sur, dans un premier temps, les gens nés à l'étranger, parce que ça permet d'avoir un sous-ensemble sur lequel on a des données INSEE précises. Alors vous savez que des gens nés à l'étranger, que ce soit français ou étrangers, qui résident sur le territoire français, vous en avez 8 200 000. Ce sont les dernières données du recensement de l'INSEE. À la fois les gens immigrés, donc de la nationalité étrangère, mais aussi les Français nés à l'étranger. 8 200 000 sur le territoire national. Est-ce que vous savez combien vous avez de ces gens nés à l'étranger qui perçoivent des prestations sociales, qui ont des droits ouverts dans les branches de la sécurité sociale en France, au 1er juin 2019? C'est-à-dire sur cet ensemble de 8 200 000, combien est-ce que nous en avons qui perçoivent des prestations sociales? C'est intéressant. C'est un contrôle de cohérence basique, que tout le monde peut comprendre. Eh bien, je lis le journal officiel. Nous en avons, sur ces 8 millions d'eux, nous en avons 12 392 865 qui disposent d'un droit ouvert à recevoir au moins une prestation sociale. 12 millions 4. C'est-à-dire que vous avez un sous-ensemble dans un ensemble de 8 200 000 personnes, vous en avez 12 millions 4 qui touchent. Petit problème quand même. Enfin, je sais pas. Alors là-dessus, il y a une partie de l'écart qui peut s'expliquer, puisqu'en fait, aux 8 millions 2, le système Sambia immatricule aussi les gens qui sont nés en Polynésie et puis en Nouvelle-Calédonie, du moins jusqu'à une certaine date. Et puis il faut rajouter les étrangers qui sont partis prendre leur retraite à l'étranger et qui sont quand même repris sur le système des prestations sociales. Mais bon, globalement, ça vous laisse 2,5 millions minimum de fantômes qui passent à la caisse tous les mois, qui touchent. Alors après, cette réponse nous a permis d'avoir des ventilations par branche. On sait que sur les 12,4 millions, on en a 86% qui ont des droits ouverts pour les prestations maladie, 43% pour les prestations familiales, 33% pour les prestations retraite. Alors ça veut dire que nous en avons donc 10 600 000 qui ont des droits ouverts pour les prestations maladie, qui sont soumises à une condition de résidence. Donc à rapprocher directement des 8 millions 2. Vous voyez, donc là on a déjà un écart de 2,4 millions sur l'assurance maladie. Sur les prestations familiales, 43% de 12,4 millions, ça fait à peu près 5 100 000 personnes allocataires. Sur les 12 700 000 allocataires de la branche famille en France. Vous savez qu'un allocataire peut avoir plusieurs ayants droit. Mais là, on raisonne au nombre d'allocataires.
ça veut dire que 42% des allocataires de la branche famille en France seraient des gens nés à l'étranger. Alors, deux options. Soit c'est vrai, et donc c'est une véritable information de savoir que vous avez 42% de gens nés à l'étranger qui sont les allocataires de la branche famille. Soit, quand vous rapportez ça aux 12 et quelques pourcents de gens nés à l'étranger qui sont sur le territoire national français, vous vous rendez compte qu'il y a une distorsion statistique telle qu'on a un vrai problème et qu'on est en face d'une fraude massive avec éventuellement des identités fictives. Et quand vous vous penchez sur la branche retraite, avec les 33%, ça veut dire que vous avez à peu près 4 100 000 personnes à l'étranger qui bénéficient d'une prestation vieillesse, à rapprocher aux 8 millions d'eux. Alors vous enlevez peut-être un peu moins d'1 million de gens nés à l'étranger et qui ont pris leur retraite à l'étranger, beaucoup au Maghreb, beaucoup au Portugal. On connaît cette tendance des gens à aller prendre un peu leur retraite au soleil. Mais ça nous en laisse quand même à 3 millions environ. Ce qui veut dire qu'on aurait 37% des gens nés à l'étranger qui seraient des retraités sur le territoire national. Ça fait beaucoup par rapport à la moyenne statistique des retraités en France. Donc, cette réponse, dont j'ai donné la primeur, parce que finalement personne ne l'avait vue à l'Assemblée nationale le 3 mars, elle vous pose le cadre du problème. C'est-à-dire que là, on ne peut plus nier les choses. On a au moins 2,5 millions de numéros de sécurité sociale de gens nés à l'étranger, et uniquement, déjà rien que sur les gens nés à l'étranger, qui perçoivent tous les mois. Là, c'est pas, ils ont des droits ouverts, mais ils sont partis, ils sont plus là, etc. Là, c'est des gens qui perçoivent. La question était précise, la réponse est précise. C'est des gens qui passent tous les mois à la caisse. Au moins 2,5 millions de plus que des gens qui existent sur ce sous-ensemble. Alors, à la dépense moyenne de protection sociale, je vous ai dit tout à l'heure, c'était 787 milliards d'euros par an, la dépense de protection sociale dans le champ global de la protection sociale en France. Ça fait 11 800 euros à peu près par personne. Ça fait un enjeu de fraude de 30 milliards sur ces 2,5 millions de personnes. Voilà. Alors après, il va falloir creuser pour savoir si c'est plus que 30 milliards, moins que 30 milliards, est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 35, etc. Mais moi, je ne parle pas d'un montant de fraude précis, je parle d'un enjeu global. Parce que quand vous avez de toute manière 2,5 millions d'individus potentiellement en fraude, avec un problème, ça ne sert à plus à rien de faire une évaluation statistique. Là, il faut aller travailler et trancher dans le vif. Et ces données qui peuvent vous sembler énormes, je les mets en perspective avec ce que nous avait dit l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales dans ce fameux rapport, souvenez-vous, qui avait été à l'époque mené, c'était une enquête qui avait été menée notamment par Boris Ravignon, qui était inspecteur des finances, maintenant qui est maire de Charleville-Mézières, et qui était retourné à l'IGF après avoir quitté l'Élysée en 2012. Donc c'était lui qui avait mené l'enquête pour le compte de l'IGF. Souvenez-vous de ce rapport. 7 millions de personnes prises en charge en plus dans l'assurance maladie obligatoire en France. 7 millions. On ne parle même pas des cartes vitales, on parle des gens pris en charge, qui avaient des droits ouverts. Donc ce n'est absolument pas étonnant qu'on ait des montants pareils, enfin des niveaux pareils de fraude potentielle. C'est quelque chose qui est flagrant, qui est su et connu depuis des années. Puis là, je vous dis, le rapport IGF-IGA, ce n'est pas Charles Prats qui en parle, c'était Inspection générale des finances, Inspection générale des affaires sociales. Et pour lequel il n'y a malheureusement pas eu de réaction derrière des autorités, ni de la Cour des comptes, qui n'a jamais parlé de ces problèmes-là. D'ailleurs, ils l'ont reconnu la semaine dernière en audition devant la commission d'enquête. Le magistrat de la Cour des comptes de la 6e chambre qui était entendu, challengé un peu sur ces histoires de carte vitale, a dit « Ah, on commence à s'en occuper ». Et 7 ans après, il serait temps. Voilà, c'est pour vous donner un petit exemple, la Cour des comptes, dans son dernier rapport de septembre, expliquait qu'il y avait 42 et quelques millions de cartes vitales actives d'après la CNAM, alors que la CNAM, dans un même document de septembre, d'ailleurs en réponse aux conclusions de la sénatrice Goulet et de la députée Grandjean, expliquait qu'il y en avait 59 millions. Donc déjà, la Cour des comptes avait perdu 17 millions de cartes vitales rien que dans son dernier rapport du mois de septembre dernier. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on est en face d'un système où on peut se demander si on n'a pas une fraude massive qui dure depuis des années, et si on n'est pas aussi en face d'un système qui n'est absolument pas géré, ou si ce n'est pas un mix des deux. J'aimerais donner la parole à la sénatrice Nathalie Goulet, peut-être aussi un petit peu. Merci. Voilà, parce que bon, vous avez été parlementaire en mission, Madame la sénatrice. Oui. C'était l'an dernier, donc sur proposition du Premier ministre, oui. Donc avec une mission traitant, comme l'a dit Charles Prats, de la fraude aux prestations sociales. Oui. Quelles ont été globalement les conclusions de votre mission et comment a-t-elle été reçue par les autorités ? Alors oui, merci beaucoup. Alors c'est vrai que Charles Prats a décrit un système qui est limpide pour les gens qui connaissent et probablement un peu moins pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je voudrais faire quand même une petite introduction
pour vous dire que les 6 mois de travail qu'on a fait avec Carole Grandjean nous ont confirmé et nous ont conforté dans l'idée que la fraude sociale n'était pas une fraude de pauvres, mais c'est une fraude organisée. C'est extrêmement important de bien comprendre parce que chaque fois qu'on parle de fraude sociale, on a l'impression qu'on va chasser les pauvres et les émigrés, mais c'est pas du tout ça. Notre système est pillé par des réseaux. Pourquoi il est pillé par des réseaux ? Il est pillé par des réseaux parce qu'il y a d'abord une espèce de tabou à parler de la fraude sociale. Tout le monde parle de la fraude fiscale et pas de la fraude sociale, alors que c'est le même type de fraude aux finances publiques. Et on va le voir d'ailleurs dans quelques temps, puisqu'en ayant ouvert les vannes toutes grandes à cause du Covid, on va avoir le trou de la Sécu qui va être absolument diabolique et qu'on va peut-être jamais réussir à combler. Donc, il faut bien comprendre que c'est une fraude organisée. 2, il faut comprendre que les caisses qui travaillent en tuyau d'orgue n'échangent pas les données. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un domicile fiscal. Vous n'avez pas de domicile social. Vous pouvez être en couple à Marseille et toucher des prestations. Vous pouvez être marié à Paris et en toucher d'autres. Et vous pouvez être célibataire dans le Nord et percevoir d'autres types de prestations. Vous avez différents domiciles sociaux où vous pouvez domicilier vos prestations sociales, sans compter que vous pouvez les déléguer à qui vous voulez. Bon. Donc, la France verse, en temps normal, je ne parle pas du Covid, un peu plus de 450 milliards de prestations sociales. Donc, c'est un chiffre absolument astronomique. L'évaluation de la fraude est environ 10%, donc ça fait 45 milliards. Vous pouvez monter et descendre, il n'y a rien à faire. On tombera toujours sur ce chiffre. Et là, on est sur une mauvaise volonté d'une série de caisses, c'est-à-dire notamment l'assurance maladie et la vieillesse, qui sont 2 caisses absolument réfractaires et pour lesquelles on a un problème extrêmement sérieux, vous allez comprendre tout de suite. 1, pas d'échange de données. Et je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Donc, pas d'échange de données sur les données personnelles et des choses que la CNIL pourrait parfaitement accepter. On a auditionné la CNIL très longtemps et très souvent et de façon très précise. La deuxième chose, c'est une mauvaise volonté absolue de chasser la fraude pour une espèce de crainte révérentielle que je vous ai indiquée. Et surtout, un problème qu'aucune entreprise privée ne pourrait supporter, c'est que les caisses font elles-mêmes l'évaluation de la fraude. Donc, elles n'ont absolument pas intérêt à faire monter les enchères, si j'ose dire, parce que plus elles vont dénoter de la fraude et plus elles vont avoir l'air carencées. C'est évident. Je veux dire, il faut absolument arriver à ce que ce ne soit pas la Cour des comptes qui n'a aucun moyen de contrainte, mais une autre entité, peut-être la Délégation nationale à la fraude, qui s'occupe du contrôle des caisses d'assurance maladie, de sécurité, parce qu'il y a différentes branches, bien entendu, et que quand on parle sécurité sociale, il faut être un tout petit peu plus précis et il faut distinguer les différentes branches, l'assurance maladie, la vieillesse, la famille, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc, mauvaise volonté absolue, difficulté au niveau des données, même marigot des dirigeants des caisses qui les uns et les autres sont dans les mêmes cabinets, ont été dans les mêmes cabinets et tournent dans un entrisme qui n'autorise absolument pas les réformes. C'est très important, parce que Charles Prat vous en a parlé, mais je tiens à la disposition de votre institut, bien entendu, le rapport et les pièces qui y sont jointes. Mais quand vous avez un rapport de l'IGAS et un rapport de l'Inspection générale des finances, qui vous explique qu'il y a 7 776 000 cartes vitales en trop dans le système, et que le directeur de la sécurité sociale ne prend pas de mesures, que quelques années après, grâce à leurs chiffres, Carole Grandjean et moi, on fait une règle de 3 et on a 5 millions de cartes vitales en trop, n'est-ce pas? Et qu'il il ne s'est toujours rien passé. Il ne s'est toujours rien passé. Moi, je dis qu'à ce niveau-là, il y a des responsabilités. Mais simplement, le directeur de la sécurité sociale, en 2013, qui a reçu cette information de ses propres services, de 7 776 000 cartes vitales en trop, il est maintenant à un poste très important dans un cabinet ministériel. Donc, si vous voulez, tout ça
crée une situation extrêmement complexe. Et comme vous ne pouvez pas aller chercher dans les ordinateurs, comme vous ne pouvez pas exiger des réponses avec des gens qui ne veulent pas vous en donner, c'est pour ça d'ailleurs que la commission d'enquête sera importante. Alors je vais vous donner, je vous ai parlé du domicile social qui n'existe pas, bon, contrairement au domicile fiscal. Je vais vous donner un autre exemple. Vous n'avez pas de lien aujourd'hui entre les services de l'assurance maladie et les services du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères en ce qui concerne le droit des étrangers à être sur le territoire national. Je vous donne un exemple non coloré, si j'ose dire, en tous les cas qui ne prête pas à controverse. Je vous parle d'un étudiant Erasmus. Votre étudiant Erasmus, il vient en France, il a une carte vitale, il fait ses études, il termine ses études, etc. Il rentre chez lui. 3 cas de figure, il restitue la carte comme il devrait le faire. Bon. Soit il la garde et revient se faire soigner dans l'intervalle, soit il la passe à un copain. Des travailleurs en situation régulière ont absolument légitimement une carte vitale. Leur droit de séjour sur le territoire national expire. La carte reste valide. Vous n'avez pas d'automaticité de la désactivation de la carte vitale par rapport au droit de séjour. Par exemple, aucun lien, zéro. Et je ne vous parle pas des morts qui ne sont pas morts et de l'incapacité complète de nos consulats de faire des recours ou en tous les cas des contrôles des gens qui sont supposés à l'étranger toucher des pensions et des retraites. Et en réalité, une fois qu'on a trouvé que les bénéficiaires initiaux sont morts, vous avez une tribu d'ex-épouses qui viennent récupérer les reversions. Donc, nos consulats ne sont pas équipés, les États étrangers ne coopèrent pas et il n'y a que des assurances complémentaires, etc., qui font appel à des sociétés privées dont certaines nous écoutent maintenant et qui sont absolument remarquables et qui trouvent 10% des gens dans les cimetières. Donc, si vous voulez, on est là dans un totem et un tabou qui est absolument inacceptable. Et encore une fois, en partant bien de l'idée que cette fraude n'est pas une fraude d'émigrés, que ce n'est pas une fraude de pauvres, que c'est une fraude complètement générée par le système lui-même et par les gens qui sont supposés le gérer. Et je terminerai en vous disant, enfin je terminerai momentanément je suppose, mais je vois Charles qui trépigne, comme toujours. Mais je non, je lisais les questions en direct, c'est tout. Oui, je crois qu'il faut vraiment remettre cette fraude sociale au cœur du dispositif. On a vu que c'est l'argent qui manquait à nos hôpitaux et ailleurs. Et ne pas oublier qu'au sein de l'assurance maladie, 60% du montant de la fraude, c'est le corps médical et c'est le système hospitalier lui-même. Vous avez un médecin, vous avez un kiné qui va dans un EHPAD. Tout le monde sait ce que c'est depuis le Covid. Il y va une fois. Il va traiter 14 personnes. Il compte 14 déplacements. Bon, c'est pas très méchant, c'est une petite, ça carotte un petit peu, mais c'est 14 déplacements au lieu d'un. Vous multipliez par le nombre de kinés, le nombre d'EHPAD et le nombre de prestations, et vous voyez que ça finit par devenir une fraude. Et j'en aurais vraiment fini en vous disant que c'est devenu une fraude tellement importante et tellement évidente que même Tracfin, qui est la cellule de lutte contre le blanchiment, la fraude, etc., au sein du ministère de l'économie et des finances, consacre désormais plusieurs pages à la fraude sociale dans son rapport annuel. Donc on est sur une vraie fraude, on est sur une vraie fraude aux finances publiques, on est sur une vraie mauvaise volonté des pouvoirs publics de la régler, et je pense qu'il faut vraiment prendre les problèmes à bras-le-corps désormais. Nous, on a fait avec Carole Grandjean, on a fait quelques propositions. J'espère que la commission d'enquête pourra les reprendre et avoir un pouvoir de contrainte sur des caisses qui finalement sont déterminantes dans le fonctionnement de notre vie au quotidien, mais sur lesquelles on n'a absolument aucune prise ni aucune sanction. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut exiger au moins qu'on puisse réenrôler les assurés, c'est-à-dire la biométrie. Par exemple, on a voté un texte sur la biométrie au Sénat il y a quelques mois.
pour des cartes vitales biométriques. Et puis, vous allez avoir ce Covid-19 et toutes les prestations sociales qui ont été prolongées, pour lesquelles on ne va pas demander non plus de contre-garantie ou parce que la situation des gens est extrêmement précaire. Et je crois qu'il faut saisir cette occasion pour reprendre les contrôles en main. Donc, il faut un corps d'inspecteurs qui soit beaucoup plus strict. Il faut que les départements qui ont un rôle très important, notamment en matière de RSA, etc., coopèrent entre eux, parce que vous savez que des départements limitrophes ne communiquent pas entre eux leurs données des gens qui touchent le RSA. Et donc, il y a des réseaux qui se mettent en place. Donc, aller vers la biométrie, faire des cartes qui soient temporaires, de façon à pouvoir les renouveler de façon biométrique, parce que vous savez que quand on arrête les prestations, par exemple, c'est ce qu'on a fait dans un certain nombre de pays, on a coupé des prestations retraite jusqu'à ce que les gens se présentent au consulat. Bon, eh ben, il était évident qu'à partir que les vivants sont venus et que les morts n'ont pas pu venir et qu'on a fait le ménage. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des mesures à prendre. Il faut exiger des comptes. Il faut exiger des comptes. Alors, oui, cela étant, c'est vrai que sur l'histoire des preuves de vie à l'étranger, quand on coupe les retraites au consulat, enfin, avec exiger que les gens viennent au consulat, c'était assez amusant parce que quand il y a eu ce type d'opération qui ont été faites, en réalité, les gens qui faisaient les contrôles se sont rendus compte que la personne, oui, elle venait de mourir il n'y a pas très longtemps, mais vous savez, les retraites versées à l'étranger, c'est amusant, c'est comme le tac au tac, vous avez une chance au grattage, une chance au tirage, c'est le double effet qui se coule. C'est-à-dire qu'une fois que le bénéficiaire est officiellement mort, même s'il est mort depuis très longtemps, et bien vous avez la pension de reversion. Et ça continue derrière avec les droits dérivés, les pensions de reversion. Donc c'est un peu un système très compliqué sur lequel il faudrait vraiment se pencher, voire même peut-être, et c'est compliqué, remettre en cause la notion. Mais je ne vois pas trop comment on peut faire on va avoir... autrement. J'ai vu qu'il y avait une question qui était posée par écrit sur la biométrie par rapport au paiement. Allô? Est-ce qu'on me revoit? Oui, c'est bon, je suis de retour. J'ai eu une coupure de connexion. On m'entend? Moi aussi. C'est bon, c'est rétabli. Alors, est-ce qu'on a les participants? Oui, c'est bon. Oui, donc je disais, la biométrie pour les retraites payées à l'étranger, oui, évidemment. Et d'ailleurs, j'en remarque que malgré mes désaccords qui sont connus avec le directeur général de la CNAV, notamment à cause des problèmes de Sandia, le directeur de la CNAV reconnaît que la biométrie, c'est une des solutions qu'il faut creuser pour lutter contre la fraude. Alors, il l'a reconnu devant la mission Goulet-Grandjean. Il l'a reconnu encore hier devant la commission d'enquête parlementaire. Alors, en le limitant justement aux retraites à l'étranger, pour l'ensemble de la sécurité sociale, lui, il n'y croit pas. Moi, j'y crois. Il a déjà fait un effort. Il croit à la biométrie pour la problématique des prestations versées à l'étranger et pour s'assurer de l'existence des gens. Je ne désespère pas que les semaines et les mois passant, il finira par croire à la biométrie pour le reste de la sécurité sociale. Parce que globalement, c'est la solution d'avenir et je ne trahis aucun secret en vous disant qu'au niveau de l'Union européenne, tout le monde travaille sur la biométrie. La biométrie, c'est la clé d'entrée commune à tous les fichiers, que ce soit de police, de sécurité, etc. Et ce serait totalement hallucinant que la France soit à la remorque et ne travaille pas avec la biométrie. Enfin, il faut être moderne maintenant, il faut arrêter. Oui. Bon, allez-y, madame la sénatrice, je vous en prie. Non, je vous en prie, Monsieur le Président. Oui, je voulais ajouter plusieurs choses. Je pense que cette crise du Covid va aussi nous permettre de régler un certain nombre de choses au niveau européen. Et peut-être qu'on va arriver à promouvoir un numéro de sécurité sociale européen. Ce qui permettra aussi d'endiguer la fraude transfrontalière. Parce que vous avez des gens qui travaillent en Allemagne et qui touchent des retraites en France, qui sont au chômage en France et qui vont travailler en Espagne ou en Italie, ou en Suisse d'ailleurs, et qu'il y a une très mauvaise coopération européenne en ce qui concerne la lutte contre la fraude. Donc, à partir du moment où on veut monter des pôles sociaux européens pour lutter contre les pandémies, etc., peut-être qu'on arrivera à des choses comme ça. Par exemple, en Roumanie,
On a fait, nous, pendant notre commission d'enquête, on a fait une table ronde des ambassades européennes. Et bien, voyez-vous, en Roumanie, ce qui compte, c'est le numéro qu'on vous attribue. Vous pouvez changer d'identité à partir du moment où vous gardez le même numéro. Et quand vous arrivez en France, vous utilisez votre nom et éventuellement vos différentes identités. Vous avez donc différents numéros de sécurité sociale. Donc pour la Roumanie, vous n'avez aucun problème et pour les Français, vous n'en avez aucun puisque nous, on ne se réfère pas à la même chose. Donc on a des multitudes de problèmes aussi au niveau européen. Donc aujourd'hui, l'impérieuse nécessité, c'est d'augmenter les contrôles et surtout de faire comprendre aux gens que cette fraude aux finances publiques est majeure et que sa lutte est essentielle pour la sauvegarde de notre système de santé. Il y a d'abord un problème d'éducation à la fraude sociale de façon à ce qu'on ne se retrouve pas en boomerang avec toujours le même genre de problème. Et puis, vous avez un certain nombre de caisses qui font des choses tout à fait formidables. Vous en avez une qui verse des prestations, qui se rend compte qu'il y a une fraude dans le dossier, qui va suspendre la prestation, d'accord ? Et puis, qui va la reverser 2 mois après, c'est-à-dire sans délai de carence, et qui va prélever l'indu sur la nouvelle fraude. C'est-à-dire la fraude va rembourser la fraude. Alors, par charité chrétienne, je ne vous dirai pas qui c'est, mais je vous assure que c'est pour ça que vous avez un certain nombre de caisses qui ont des taux de recouvrement de fraude qui sont très importants parce qu'ils continuent à verser et ils prélèvent l'indu sur la nouvelle fraude. Donc, il faut instaurer des carences, il faut instaurer une meilleure communication entre les caisses, il faut avoir des cartes vitales qui sont périmables et dont la gestion doit être beaucoup plus stricte. Et il faut arrêter de ce pillage organisé. Vous nous avez donné beaucoup de pistes pour trouver une solution à ces problématiques. Comment réagit le gouvernement ? Vous êtes en interface avec la présidence de la République, avec Matignon. Comment nos autorités réagissent-ils ? Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers quand même peut-être un ajustement de la situation, des réponses concrètes apportées à ces enjeux qui sont relativement importants sur l'angle financier ? On était sur une pente extrêmement optimiste au moment où on a rendu le rapport l'année dernière. Et puis, le projet de loi de finances de la sécurité sociale s'est très mal passé entre l'Assemblée et le Sénat, donc on n'a pas pu déposer les amendements qu'on voulait, etc. Et puis est arrivé le Covid. Et donc, si vous voulez, Olivier Véran, qu'on avait auditionné comme rapporteur général du budget de la sécurité sociale, est maintenant ministre. Bon. Mais voyez-vous, le directeur de la sécurité sociale des 7 765 000 cartes vitales en trop de 2013, il est directeur adjoint de cabinet du Premier ministre. Donc lui, qu'on parle de fraude sociale, il n'aime pas trop. Ça ne lui plaît pas du tout. Et il n'aime pas ça. Voilà. Donc, il faut mettre un terme à l'omerta. On va attendre le projet de loi de finances rectificative pour essayer de déposer de nouveaux amendements. On va attendre le projet de loi de finances de sécurité sociale. Pendant ce temps-là, il faut absolument qu'on fasse de l'éducation. Encore une fois, il faut faire des tables rondes avec les journalistes, il faut leur montrer les documents, il faut leur expliquer comment ça fonctionne, il faut faire de la pédagogie de la fraude sociale, parce que les sociétés qui font de la fraude aux cotisations, et évidemment ça percute la fraude aux prestations, mais ces entreprises-là, elles font du dumping sur les entreprises, elles font de la concurrence déloyale à vos adhérents et au système économique de nos territoires. Voilà, et donc tout ça est lié. C'est vraiment de la fraude aux finances publiques, c'est une fraude qui n'est pas acceptable. Voilà, donc il faut qu'on fasse de la pédagogie à la fois pour protéger les plus faibles, pour une plus juste rémunération et pour mettre un terme à ces réseaux qui sont des réseaux qui s'ingénuent à pénétrer nos systèmes parce qu'il existe, et notamment en Belgique, un système extrêmement performant qui s'appelle la Banque Carrefour de sécurité sociale, où toutes les données sont bien protégées par la CNIL belge, etc. On a expliqué en long, en large et en travers comment ça fonctionnait. Et on est tout à fait capable de faire ça en France. Encore faut-il le vouloir. Donc,
Moi, je crois qu'il faut mettre un terme à l'omerta. Il faut en faire une croisade. C'est ce que fait Charles Pratt, avec plus ou moins de bonheur sur les réseaux. Mais là, j'ai un collègue qui a déposé une proposition de résolution européenne pour la fraude transfrontalière. Bon. Et puis, il faut muscler maintenant tous les contrôles. Et je pense que la Cour des comptes, et notamment la 6e chambre, doit un peu montrer les dents. On verra ce que le nouveau président Moscovici va vouloir faire avec la Cour, et notamment sa 6e chambre, qui... tout le monde est dans un confort, si vous voulez, puisque on émet des réserves, mais ça se passe quand même, et puis les années passent, et puis nous, on se démobilise aussi, parce que vous savez, ça fait un peu marronnier, vous savez, de répéter sans arrêt la même chose sur les mêmes sujets. Vous finissez par devenir la cousine de province qu'on attend au moment de la loi de finances, comme ça, en disant ça va être son moment, il y a son amendement habituel, etc. Oui, d'accord. Enfin, n'empêche qu'on n'a pas réglé le problème. Voilà. On arrive au terme un petit peu de cet échange de fin d'après-midi. On a eu beaucoup d'explications, on a eu des échanges assez riches, complets, qui nous ont permis d'avoir une vision d'ensemble un petit peu des enjeux associés à cette problématique de fraude sociale. On a vu qu'il y avait des solutions relativement faciles à mettre en œuvre. Vous avez parlé de biométrie, de cartes vitales à durée limitée, renouvelables, et ainsi de suite. Donc, il y a des solutions. Et à faible coût, visiblement, vous parliez tout à l'heure, c'était Charles qui l'évoquait, donc de 15 millions d'euros en faisant un parallèle avec ce qui avait été fait dans un autre pays limitrophe. Ce qui manque visiblement, c'est encore la volonté politique, de manière un peu globale. Alors, je pense qu'on a fait un vrai tour du sujet. Moi, ce que j'aimerais peut-être pour conclure, c'est vous laisser à chacun quelques minutes pour vous dire vraiment comment vous voyez les choses et quel est votre mot de la fin d'une certaine manière. Alors, je laisserai le mot de la fin à Nathalie. Moi, ce soir, pour tous les participants, alors j'ai vu, il y en a que je connais qui ont participé et qui connaissent bien le sujet. Je renvoie les gens sur l'onglet questions-réponses. Il y a Marie Azevedo de Réseaucom, qui est une spécialiste de la détection de faux documents, qui a donné un peu ses dernières statistiques, je crois qu'elle a découvert pratiquement 300 000 faux documents encore cette année, qui essayaient de rentrer dans le système, notamment par le biais bancaire. Donc, des solutions, elles existent. Ce que je voudrais que les gens retiennent ce soir, les 2 chiffres, ou les 3 chiffres, en fait, les 3 chiffres en réalité qu'il faut retenir ce soir, c'est d'abord ce qui a été mis en lumière par le rapport de Nathalie Goulet à l'automne dernier, c'est les 5 200 000 cartes vitales en surnombre qui existeraient encore en France avec des droits ouverts. Que les gens aient ce chiffre en tête, plus de 5 millions de cartes vitales actives en surnombre se baladent dans le pays, encore aujourd'hui. Deuxième chose, 2,5 millions de fantômes, mais qui ne sont pas fantômes pour passer à la caisse, ce sont des numéros de sécurité sociale, des gens nés à l'étranger qui touchent des prestations tous les mois, qui ont des droits ouverts pour toucher des prestations tous les mois en 2019, c'est-à-dire encore aujourd'hui. Voilà, et ça, c'est une réalité. C'est publié au journal officiel du Sénat. Voilà, c'est intangible. C'est ce que disait Trotsky. Enfin, Lénine, pardon. Les faits sont têtus et les faits, ils sont là. Et ces 2,5 millions, ça correspond potentiellement à 30 milliards d'euros de dépenses de protection sociale. Voilà. Donc, c'est un enjeu majeur de finances publiques. Et aujourd'hui, dans l'état dans lequel sont les finances publiques de la France, on ne peut plus ne pas regarder ça. Enfin, voilà, c'est même plus la maison brûle et on regarde ailleurs. Là, on est au milieu de la maison qui brûle. On n'est pas en train de regarder ailleurs. Il faut arrêter. Et on sait maintenant comment faire pour essayer de régler ce problème. La première des solutions, c'est la biométrie, mais ça demande une volonté politique. Et le premier pas, ce serait de reconnaître enfin un vrai problème et puis d'accepter de le régler. Très bien. Merci Charles Pratt. Nathalie Goulet. Oui, alors Président, moi je voudrais que en fait cette première prise de contact sur ce sujet soit la première d'une série. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous travaillez beaucoup sur l'Afrique. Je suis vice-présidente du groupe d'amitié de l'Afrique de l'Ouest. Avec mes collègues, on a fait beaucoup de voyages dans les pays africains. Vous savez dans quelle situation ils sont et surtout dans quelle situation sont leurs états civils.
Donc, rétablir des États civils est devenu une priorité des États africains. L'UNICEF s'y est mis, l'UNESCO s'y est mis. C'est des problèmes liés au développement, liés à la protection, aussi à la lutte contre le terrorisme. Établir des États civils fiables, c'est important pour eux et c'est important pour nous. Bon. La deuxième chose, c'est de pouvoir, sur une ou deux questions, peut-être publier, avoir des tables rondes plus spécifiques sur une ou deux questions, parce que là, on a vraiment balayé ce sujet qui est très important, peut-être consacré aussi aux artisans, aux services, aux bâtiments, à tout le travail au noir, à toute la fraude aux cotisations, à tout le dumping social qui existe. Ça aussi, c'est de la fraude sur laquelle on peut s'appesantir et faire des propositions. Et je pense qu'on pourrait, en post-Covid, près loi de finances de sécurité sociale et projet de loi de finances dans l'état dans lequel sont nos finances publiques, et avec maintenant un commissaire européen qui aime la mutualisation, avoir des propositions. Donc des propositions pour les pays africains, comme je viens de vous le dire, qui sont un enjeu majeur sur les fraudes à l'état civil. Ensuite, sur le plan européen, comme un numéro de sécurité sociale européen, etc. Et puis 2-3 mesures nationales sur lesquelles on pourrait travailler avec votre institut pour pouvoir faire de la pédagogie auprès de vos réseaux. Parce que je ne crois pas que ces choses-là vont fonctionner sans pédagogie. On a eu, avec Charles Pratt, des journalistes totalement rebelles aux chiffres. Des gens qui refusaient absolument d'accepter ce qu'on leur disait alors qu'on avait les documents en main. Vous comprenez? Et donc voilà, moi le mot de la fin, c'est un merci et un à bientôt. Très bien, mais au moins ça ouvre des pistes de réflexion pour les jours, les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup Nathalie Goulet, merci beaucoup Charles Pratt, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Nous étions quelques 150 à peu près présents cet après-midi. Voilà, écoutez, bonne soirée à tous. Et puis, le débat n'est pas clos, loin s'en faut. Ah non, il commence. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir.